Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le port sec de Kagbélé sera bientôt opérationnel. Les installations sont dans les normes. Place à présent aux différents acteurs pour la rentabilisation. Une délégation des douanes était ce matin même sur les lieux. Et puis immersion ce soir dans le centre d'isolement de Donka. Boubacar Kamara est allé voir comment nos médecins en première ligne parviennent à tirer des griffes du coronavirus des centaines de patients. Enfin, nous irons à Zérekoré pour voir l'expérience gustative des fidèles musulmans pendant ce ramadan. Ce soir, thau et bouilli sont les plats servis pour la rupture du jeûne à Zali. C'est tout pour les titres. Bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant dans les titres, les installations du port sec de Kagbélé sont enfin prêtes. Il ne reste plus qu'à les rentabiliser. Pour s'en convaincre, le général Toumani Sangaré et sa suite étaient ce matin même sur le site. Reportage Mohamed Seyar Souma. Une nouvelle plateforme portuaire de 5 hectares. Il s'agit du port sec de Kagbélé. Le site est aménagé pour le stockage des véhicules légers. Sa capacité d'accueil avoisine les 2000 véhicules. Ces engins proviendront du port de Kaloum. Le processus de transfert est déjà planifié. On a aussi investi dans des remorques et des camions pour pouvoir faire le transfert depuis le port jusqu'à Kagbélé de nuit entre 70 et 100 voitures. Ce qui permettra d'en bouger à peu près 2000-2500 par mois, sachant qu'on en reçoit en moyenne entre 4500 et 5000. Ça libérera de la place, ça fluidifiera le trafic dans le port de Conakry et à Kaloum, et donc ce sera bénéfique pour tout le monde puisqu'on bougera ces véhicules la nuit. Le port sec de Kagbélé est le prolongement du port autonome de Conakry. Ici également, le transit, la consignation et la manutention vont s'appliquer sur toute la chaîne. Un ensemble d'opérations qui intéresse plusieurs structures comme les douanes. Raison de plus de veiller au respect des différentes recommandations avant la mise en service. Ici, ça sera simplement une aire d'attente pour les véhicules. Mais toutes les procédures se feront là-bas parce que nous serons connectés avec un même réseau. Donc les procédures se feront là-bas, mais les marchandises seront enlevées ici. Nous allons donc commencer d'abord par les véhicules en transit pour d'autres pays qui débarquent ici au port de Conakry. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de véhicules qui sont importés par le port de Conakry, mais qui sont destinés au Mali, au Libéria, à la Sierra Leone. Donc nous allons commencer par ces véhicules. Et au fil du temps, nous allons aller vers d'autres catégories de marchandises. Pour le moment, le port sec de Kagbélé est exclusivement réservé aux véhicules légers. Une réponse à leur croissante importation dans le pays, certainement le début de la décongestion du port autonome de Conakry. La mise à disposition du centre de traitement épidémiologique de Gbessia n'est plus qu'une question de jours. Les travaux sont presque finis et l'infrastructure s'apprête à accueillir les patients atteints du coronavirus. Younous Atawel Kamara. Dans quelques jours, le centre de traitement épidémiologique de Gbessia sera opérationnel. Déjà, les membres de la Caisse nationale de sécurité sociale en charge des travaux et d'autres responsables sanitaires sont sur les lieux pour une visite guidée. Dans le bloc A, 160 lits sont répartis dans les différentes salles d'hospitalisation climatisées pour la prise en charge effective des patients atteints du Covid-19. C'est un grand plaisir pour nous de vous montrer que le temps qui nous a été imparti est à peu près, nous avons respecté. C'est pourquoi vous avez le bloc A qu'on a visité, qui est pratiquement terminé. Le bloc, celui-là, c'est le D, le réfectoire qui est aussi pratiquement terminé. Nous avons pu faire les tests nécessaires et nous voyons que pratiquement la réceptivité de tout l'équipement nécessaire pour la prise en charge des malades est déjà pratiquement achevée. Il reste maintenant les équipements sur le plan sanitaire pour que le centre soit opérationnel. De l'autre côté de ce centre de traitement épidémiologique de Gbessia s'activent d'autres travailleurs pour achever les travaux du bloc B.
L'installation de quelques matériels médicaux dans les autres salles d'hospitalisation et le nettoyage des bureaux des médecins sont entre autres travaux à achever au CT de Gbessia. Ça va être un site qui est appelé à ouvrir. Comme mon prédécesseur vous l'a dit, la caisse a effectivement aménagé. Le bloc A, c'est le bloc A, a été... Nous nous félicitons de ce qui a été fait, mais il se trouve que nous sommes dans ce bloc administratif qui n'est pas encore fini. Mais donc on va effectivement essayer de mettre les bouchées doubles pour que au plus tard mercredi ceci soit finalisé. Et bien sûr, qu'est-ce qui gêne, c'est que ce bloc administratif, il y aura des bureaux à faire, des cloisonnements à faire, mais également il y aura un circuit du malade et des soignants à faire. Bref, tout ceci peut être fait en 3 jours. Donc nous sommes en train de voir comment finaliser ça et que peut-être disons au plus tard jeudi ou vendredi, le centre peut être effectivement remis. Le centre de traitement épidémiologique de Gbessia sera officiellement inauguré cette semaine. Il viendra s'ajouter aux autres CT déjà opérationnels pour la prise en charge effective des patients du Covid-19 en vue de contrer la propagation de la pandémie en Guinée. Et puis, parlant de Covid-19, ils sont sur la ligne chaude. Certains diront en première ligne, à Donka, nos médecins parviennent à tirer des griffes du coronavirus des centaines de patients. Parmi eux, ceux qui leur arrivent dans une situation difficile, ils sont d'abord admis en réanimation, puis placés sous respirateur. Le taux élevé de guérison est la fierté de ces médecins. Kamara Boubacar a passé 2 heures avec eux. Suivez son compte-rendu. Ce bâtiment de 3 niveaux était destiné à la pédiatrie et au service de médecine interne. Depuis l'épidémie au coronavirus, il est devenu le principal foyer d'isolement de l'hôpital national d'Onka. 431 patients au Covid-19 sont hospitalisés ici. Pour les médecins et infirmiers, plus de répit. Les sollicitations s'enchaînent. On cherche les noms des malades pour remplir les dossiers, pour mettre à jour. À la salle 15, il y a une urgence. Il faut voir là-bas. Salle 15. Salle 15. Une urgence au 3e étage. L'équipe qui doit monter, je les alerte et ils vont monter. Pour une des rares fois, cette équipe ne montera pas seule. Nous allons la suivre. Pour cela, il nous faut aussi enfiler des combinaisons. Elles sont spécifiques face à l'agent Covid. Il vous reste juste l'écran facial ou la lunette. C'est des agents très virulents et donc il faudra qu'on se protège. Il fait excessivement chaud dans ces combinaisons et c'est bien dans ces conditions-là que nos médecins travaillent pour sauver des vies humaines. Déjà, la vue est très diminuée, on dirait que je suis dans du brouillard, mais voilà, il faut faire avec. Et c'est comme ça que nous allons rentrer dans le centre avec le professeur So. Le patient de l'appel d'urgence est dans un état comateux. Mais l'équipe de l'unité de réanimation a réussi à le stabiliser. Et ça, c'est un traitement lourd. C'est le dernier niveau. D'accord? Et si on a gain de cause, on va le débrancher et puis le laisser respirer lui-même. Et quand on n'a pas gain de cause, il restera toujours sous respiration artificielle. Donc regardez bien ce système-là. Il est impossible de débrancher ce monsieur-là. C'est pas possible. D'accord? On ne peut pas le débrancher. C'est un système qui est fait de sorte qu'on ne peut pas le débrancher du tout. 30 bouteilles d'oxygène par jour, 22 respirateurs actifs, c'est l'arsenal de l'unité de sauvetage. Sans oxygénateur, très bon. 3 jours. Je respire moi-même. Je marche, je mange bien. Sur les 15 patients en réanimation, l'équipe veille comme sur du lait au feu. Le balai est continu dans des combinaisons pas confortables. Tous les patients, enfants, adultes ou personnes âgées bénéficient de la même attention médicale.
Face aux efforts du personnel, en 4 équipes tournantes de 10 personnes, les patients sont élogieux. Oui, moi je suis rentré le vendredi 8 avril. Pratiquement, l'accueil a été très bon. Il est vrai qu'on a un peu retardé parce qu'il fallait prendre des informations, inscrire et autres, trouver de la place. Mais depuis que je suis rentré le vendredi, tout va bien. J'ai 82 ans et on m'a dit que ce virus-là, il ne pardonne pas les virus. J'ai donc essayé d'éviter réellement le virus. J'ai essayé. Je rentre dans une chambre, à un bureau. Je ne m'assieds pas parce que je ne sais pas qui était assis là. Et je me retrouve avec ce produit. Là, je me demande jusqu'aujourd'hui où est-ce que je l'ai pris, honnêtement. Peut-être avec une marchande d'ananas parce que j'aime les fruits. Peut-être comme ça la voiture, parce que je marche ma voiture, je monte les vitres. J'ai de l'alcool ici, partout dans ma voiture. Je nettoie, je fais tout. Et je l'ai eu. Je dis donc, il faut vraiment s'efforcer, ceux qui l'ont et qui savent qu'ils l'ont, ou qui peuvent savoir qu'ils l'ont, qu'ils cherchent à savoir et qu'ils le détruisent, pour ne pas le communiquer à d'autres. Équipe, donc un meilleur. Donc un meilleur. Quiconque a Covid, il vient donc il ne meurt pas. On ne comprend pas le risque qu'on prend pour nos patients. Ici, c'est une zone hautement infectieuse. Voilà pourquoi on nous a appelés comme ça. On a nos familles à la maison, on a nos activités, on a tout laissé pour être là au service des patients. Nous sommes en CMMD, nous ne pouvons pas débrancher quelqu'un pour brancher un autre. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas de la médecine. Et nous, on a prêté serment pour ça. Et on va faire vraiment ce qui se doit pour nos patients. Voilà. On ne va pas se laisser décourager par des gens qui ne savent pas réellement le but de notre présence à Congo. La plupart de ces médecins ont appris des commentaires désobligeants à leur endroit sur les réseaux sociaux. Mais en patriote, ils décident d'avancer sereinement. Ce corps médical, il a besoin de reconnaissance et du respect. C'est ça dont nous avons besoin. Après avoir vu ce qui nous a été donné de voir ici, après avoir eu tous ces témoignages, nous avons envie de porter en triomphe ces preux médecins qui réussissent à tirer pratiquement de l'antichambre de la mort de centaines de Guinéens ici. Le défi ici est perpétuel. Aucune âme ne doit être laissée aux ventouses du coronavirus. Le protocole de soins pratiqué par ce corps médical est des plus efficaces en ce moment. Et oui, ces médecins méritent un grand merci de nous tous. Applaudissons-les pour leur mettre du baume au cœur. L'une des mesures phares dans la lutte contre le Covid-19 en Guinée est très certainement l'utilisation du masque, encore appelé cache-nez. Son port correct permet de rompre la chaîne de contamination. Mais dans son usage, nombreux sont ceux qui se perdent. Comment porter efficacement son masque? Élément de réponse dans ce reportage signé Mohamed de Camara. Depuis le 18 avril dernier, le port des masques est rendu obligatoire par les autorités. La majorité des citoyens de la capitale Conakry observent cette mesure qui vise à empêcher la propagation du virus dans la nature. Associée à la distanciation physique, la mesure permet de rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Pour les rendre efficaces, ces mesures de prévention contre la pandémie, les citoyens doivent tout au moins les respecter dans les règles de l'art. Comment le porter, c'est l'élément le plus important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de le porter au cou. Je peux vous montrer certains exemples, bien que, voilà. Il y en a qui le mettent là, c'est pas requis. Il y en a qui le mettent juste sur la bouche et laisser le nez, c'est pas requis. Le masque doit prendre la bouche, le nez. Ça permet de bien protéger les gouttelettes qui sont transmises à partir de la bouche et du nez. Et ça ne les éparpille pas dans la nature. Il ne faut pas qu'on porte les masques juste parce qu'on a peur des policiers. Il faut qu'on porte le masque juste parce qu'on a peur de contracter la maladie et de propager autour de nous.
Et si c'est cette idée-là que chacun a, nous allons tous porter les masques et nous allons protéger tout le monde. La mauvaise utilisation des masques, selon les médecins, peut être source de contamination. Pour se protéger et protéger son environnement immédiat, chaque citoyen devrait suivre les consignes en vigueur. Les masques, on ne les touche pas. Il faut savoir porter, il faut repérer le bon côté. Il ne faudrait pas porter sur ce côté et quand tu enlèves, tu portes sur l'autre côté. Non, il faut repérer le bon côté, porter systématiquement et surtout ne pas essayer de les manipuler. On ne doit pas les toucher avec les doigts, on ne doit pas les manipuler. Il faut essayer de garder les masques intacts. Tu ne peux l'utiliser qu'en touchant les différentes ficelles qui sont là. Tu essaies de porter et tu essaies d'ajuster ton masque. Mais il ne faudrait pas quand même essayer de les manipuler avec les doigts qui peuvent être parfois contaminés. Et toi-même, tu peux être source de contamination pour toi-même, juste en manipulant les masques. Le port des masques s'inscrit dans le contexte global des gestes barrières contre le Covid-19. Il vient s'ajouter à la longue liste des mesures de prévention édictées par les spécialistes de santé à travers le monde. Avec les statistiques du jour, la situation épidémiologique du Covid-19 en Guinée ce 11 mai 2020 est la suivante. Sur 315 personnes testées, 67 se sont révélées positives avec 57 guéris, ce qui fait un total général de 2213 cas positifs pour un cumul de 781 guéris et 11 décès hospitaliers. Hors de nos frontières, la France a entamé ce lundi son déconfinement, progressif certes, mais les transports ont été ouverts au public ainsi que les écoles pour les tout-petits. Retour sur ce premier jour officiel de déconfinement avec nos confrères de Euronews. Suivi. Après 55 jours de confinement strict, les Français retrouvent ce lundi un peu de liberté. Ils pourront désormais se déplacer jusqu'à 100 km maximum de leur domicile. Le déconfinement marque aussi la réouverture des commerces et des écoles qui ne concernent pour l'heure qu'une minorité d'élèves. Le gouvernement français assouplit les mesures de restriction tout en multipliant les appels à la vigilance. Le coronavirus circule toujours sur le territoire, en particulier dans le quart nord-est du pays. La France qui a enregistré ce dimanche 70 nouveaux décès en 24 heures liés au coronavirus, le plus faible bilan depuis le confinement. Mais la situation épidémique demeure fragile. Le télétravail est toujours encouragé par les autorités afin notamment de limiter les flux dans les transports. À Paris, le port du masque devient obligatoire dans le métro ou le bus et les voyageurs doivent être munis d'une attestation d'employeur aux heures de pointe. Des forces de l'ordre et des agents de sécurité sont mobilisés pour veiller au bon respect des règles de sécurité. Le trafic des trains reprend également progressivement. Les gares se sont organisées. Distribution de gel hydroalcoolique et de masques et marquage au sol pour faire respecter la distanciation sociale. La distanciation sociale est matérialisée par de la signalétique au sol, des ronds où vous pouvez rester stationné, des traits, des barres pour s'arrêter et vous avez tout un tas de chevrons qui permettent à la fois d'aller dans un sens ou dans un autre sens au sein de la gare. La SNCF adapte sa communication. L'objectif étant là aussi d'étaler la fréquentation des trains. Tous les soirs, à 17 h, tous les trains que nous afficherons seront garantis. C'est très important que les voyageurs puissent préparer leur voyage. Donc la veille au soir, 17 h, ils connaîtront le train garanti, mais ils auront une information complémentaire. Ils auront l'affluence du train qu'ils souhaitent prendre. Est-ce qu'il est chargé ou est-ce qu'il est plus espacé ? Et c'est très important car ça permet là aussi de réguler les flux et d'inviter surtout nos voyageurs à prendre les trains d'heure creuse. C'est ce que nous souhaitons et ce que nous rappelons. Malgré le déconfinement, de nombreuses restrictions restent en vigueur au moins jusqu'à début juin. Bars, restaurants, cinémas, cafés, hôtels, musées demeurent fermés. L'accès aux plages et aux lacs reste aussi interdit, sauf dérogation du préfet. Retour en Guinée pour vous parler des plats les plus consommés pendant ce ramadan. Chacun selon ses préférences. Ce soir, je vous amène à Zérékoré où le thau et la bouillie sont très cotés pour la rupture du jeûne. Pourquoi? Nos reporters Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo nous l'expliquent dans ce reportage. Nous sommes dans la cuisine de Madame Diabaté au quartier Bellevue dans la commune urbaine de Zérékoré. Comme tous les jours du mois de Ramadan,
Dès 16 h, cette dame s'attelle à faire les plats préférés de son mari pour la rupture du jeûne. Le thau et la bouillie sont les recettes quotidiennes en cette période de pénitence. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai prévu du thau, de la bouillie qu'on appelle communément moni. Tous les jours, je suis prête à faire ça tous les jours pour satisfaire mon mari, parce que c'est ce qu'il aime. Dès après la prière du crépuscule, la famille Diabaté se régale autour de ses plats traditionnels mandingues. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, Honorable Adama ne consomme pas de dessert pendant le ramadan. Quand on passe toute la journée sans manger, sans boire, on perd de l'énergie. La bouillie, à base du riz, ça contient des glucides, donc c'est une source énergétique. Le thau également, c'est à base de manioc. Donc je prends suffisamment d'énergie en attendant que je prenne le repas consistant de 5 h du matin. Les 30 jours du mois de carême, il me faut ces 2 repas là, par jour. Et bien fait, hein? La sauce bien assaisonnée, ça contient des lipides, des protéines, des glucides, des oligo-éléments, tout ce que l'homme a besoin pour tenir une journée. Après le thau et la bouillie le soir, la famille Diabaté préfère quand même du riz ou d'autres plats pour le repas de l'aube. À l'image de cette famille, beaucoup d'autres préfèrent des mets légers à la rupture du jeûne. Voilà qui met fin à ce journal. Encore une fois, grand merci à ces hommes en blouse blanche qui nous sauvent au quotidien. Et quant à vous, ne baissez surtout pas les gardes. Le virus est toujours là. Respectez les gestes barrières. Bonsoir et à demain.